En ce moment, le gouvernement prend beaucoup de décisions. Il ne consulte pas les représentants des salariés. Or, nous considérons que les pouvoirs publics doivent tenir compte de l'intérêt des salariés, de leur avis en tant qu'experts de leur travail. Et donc, nous avons adressé un courrier au ministère des Transports pour lui faire part de l'ensemble de nos critiques, de nos propositions et de nos demandes dans cet esprit-là. Notre priorité à nous, c'est évidemment la protection des salariés, des cheminots qui sont au travail et qui sont confrontés au virus. Donc nos propositions, elles tiennent compte de ce qu'est l'avantage de la SNCF dans la période sanitaire qui est celle qu'on connaît, à savoir un réseau de soins important avec des médecins, des infirmières, des laboratoires d'analyse, et que ce réseau de soins aujourd'hui, il est inutilisé. Donc, nous proposons que les cheminots soient testés régulièrement de manière à détecter notamment les malades sans symptômes. Le deuxième sujet, c'est que puisqu'on a ce réseau de soins, si on l'ouvre aux retraités, et ça c'est l'une des propositions de la CGT, on soulage la médecine générale et les urgences, puisque les retraités cheminots pourraient venir faire leurs tests dans les laboratoires SNCF. Et dans la même logique, on s'est posé la question à l'échelle de la branche, et donc on propose que les entreprises ferroviaires privées puissent passer des conventions avec la SNCF pour mettre en place le même type de politique vis-à-vis de leurs salariés. Donc la contamination, elle peut intervenir bien sûr à l'extérieur, c'est pas la question, mais on a plus de chances quand on est salarié à la SNCF d'être contaminé. Donc concrètement, la maladie étant liée au travail, nous demandons sa reconnaissance en tant que maladie professionnelle. Or, le décret qui est sorti il y a quelques mois du gouvernement ne prévoit cette reconnaissance que pour le personnel médical et uniquement pour celui qui a été en réanimation. Donc évidemment, une population extrêmement restreinte. Nous demandons que les cheminots soient reconnus en maladie professionnelle dès lors qu'ils ont été en contact avec le public ou qu'ils ont été en contact avec des collègues potentiellement porteurs du virus. Oui, il y a un impact énorme, puisqu'évidemment, quand le gouvernement décide d'arrêter les trains ou de limiter leur circulation, de limiter la circulation des gens, ça a un impact immédiat sur les recettes commerciales de l'entreprise. Et aujourd'hui, la direction évalue sur cette année et l'année prochaine la perte à environ 10 milliards d'euros, ce qui est évidemment colossal. Oui, la situation, elle est le résultat de la politique de l'État, puisque il y a une perte de recettes commerciales pour la SNCF, il y a un maintien du service public sur un certain nombre de lignes, des coûts, et parallèlement à ça, il n'y a pas d'aide de l'État pour assumer cette situation, alors que ce sont les décisions de l'État, certes justifiées par des questions sanitaires, mais les décisions de l'État quand même, qui amènent cette situation. Donc, puisque l'État n'aide pas, évidemment, l'entreprise doit se débrouiller par elle-même. Comment elle fait? Elle racle tout ce qu'elle peut sur les droits de ses salariés. On a vu les négociations salariales qui n'ont pas donné grand-chose cette année, alors c'est pas nouveau, mais quand même. Il y a des tentatives de remettre en cause les droits au congé ou les repos compensateurs, des choses comme ça. Mais ça a une limite, évidemment, et la solution immédiate, c'est vendre les bijoux de famille, vendre une partie du patrimoine de l'entreprise. Donc cette année, on n'est pas encore dans cette phase-là. L'année prochaine, normalement, devrait être vendu Akiem et Hermeva. L'année d'après, on nous annonce une vente de possession immobilière, probablement des logements, peut-être des emprises, un triage qu'on ferme ou des choses comme ça. Et puis l'année d'après, la vente de 49% de Géodis. La CGT considère qu'il faut effectivement maintenir le service public, donc il faut maintenir les trains et les coûts qui vont avec, qu'il ne faut pas se cannibaliser, donc ne pas vendre les bijoux de famille, et donc par voie de conséquence, la seule solution qui reste, c'est l'aide publique, ce qui est d'ailleurs normalement prévu comme ça, puisque l'entreprise publique fournit un service à la collectivité, l'État génère des contraintes supplémentaires, il doit apporter les moyens de faire face à ces contraintes supplémentaires. Donc nous demandons que pour SNCF Réseau, qui a déjà été aidé dans la première phase,
par le biais de la recapitalisation, mais c'était essentiellement pour maintenir le carnet de commandes des entreprises du BTP. Nous demandons une aide supplémentaire pour SNCF Réseau, puisque dans le deuxième confinement, on va avoir de nouveau des pertes de péages et des recettes de ce côté-là. L'aide naturelle qui nous paraît évidente pour SNCF Réseau, c'est la reprise de la totalité de la dette restante, puisque nous réaffirmons, nous, et je profite pour le redire, c'est une dette de l'État. C'est une dette qui est issue de la décision de l'État de construire des infrastructures dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire, une décision qui n'était pas financée, et donc une dette qui a été accumulée par le transporteur public sous les ordres des pouvoirs publics. Mais c'est une dette qui incombe à l'État. Si l'État reprend cette dette, évidemment, il y a moins de frais financiers pour Réseau, et ça lui permet de passer sur les pertes de péage. Du côté du transporteur SNCF, qui pour l'instant n'a pas été aidé du tout par rapport au Covid, nous demandons une subvention directe. Parce qu'on nous a habitués ces dernières années à des solutions très biscornues, et nous ne voulons pas de ces situations biscornues qui, à la fin, n'apportent pas l'aide nécessaire. Par exemple, quand il a fallu apporter un financement sur les trains d'équilibre du territoire, l'État a créé une subvention pour les trains d'équilibre du territoire, mais dans le même temps, il a créé une taxe qu'il a ponctionnée sur la SNCF pour alimenter cette aide. Donc, en fait, aucun euro n'est rentré dans le système, aucun euro nouveau n'est rentré dans le système. On constate que cette crise est un révélateur, en fait, puisque le fait de ne plus avoir de touristes, de bloquer les clientèles d'affaires, d'arrêter la circulation nationale des gens, ça impacte plus principalement le TGV. Or, le TGV, c'est 60% des recettes commerciales de la SNCF et c'est 70% des recettes de péage de réseau. Donc évidemment, quand le TGV est en difficulté, c'est l'ensemble du système ferroviaire qui s'effondre. Puisque nous demandons une subvention directe à l'État, nous lui proposons d'engager une nouvelle politique publique en utilisant cette subvention pour développer les trains d'équilibre des territoires de jour et de nuit, pour développer le fret, pour développer le TER. Et de cette manière-là, à la fin de la crise, on aura à la fois une entreprise qui aura fait face aux pertes commerciales grâce à cette subvention nouvelle et grâce au développement d'activités nouvelles, une population qui aura un service public plus important qu'avant, et une entreprise qui aura diversifié son activité et qui sera moins dépendante d'éventuels nouveaux coups durs qu'on pourrait subir au TGV. Oui, dans le courrier au ministre, nous tirons le signal d'alarme sur le fret parce que depuis 2003, la CGT dit que la stratégie des pouvoirs publics et de l'entreprise, c'est une stratégie de mort lente de l'activité. Donc la mort est lente, mais là maintenant on arrive à la fin du processus où ce n'est plus une baisse qui nous est promise, c'est vraiment la fin de la partie. Ça a été en partie confirmé en fait et accéléré par la réforme de 2018, puisque quand on autonomise le fret, qu'on le sort de SNCF Voyageurs et qu'on crée une société anonyme à capitaux par action simplifiée, une SAS, on prévoit déjà le fait qu'elle va être mise en liquidation à court terme, puisqu'elle n'a jamais réussi à rééquilibrer ses comptes. On lui donne de l'autonomie, elle ne pourra pas couvrir ses dépenses, elle va puiser dans sa trésorerie, et quand elle n'aura plus de trésorerie, à la fin, elle disparaît. Donc, il faut impérativement interrompre ce cycle infernal, et nous alertons tout de suite en disant attention, le gouvernement, nous ne vous laisserons pas faire passer ça sous le coup du Covid, en disant malheureusement, c'est la faute à pas de chance, on était sur le redéveloppement, mais avec le Covid, tout s'est effondré. C'est faux. Le Covid a évidemment un impact, mais il a un impact relativement limité sur le fret, puisqu'on avait un plan de transport qui s'est maintenu à entre 75 et 85% du plan de transport. Donc, évidemment, il y a eu un impact, mais il est limité. Ce qui conduit à la mort du fret potentiel, c'est la politique publique. Donc, nous demandons une remise à plat complet de la logique qui est mise en œuvre aujourd'hui, puisque ce qui a été mis en place par les plans successifs et qui continue d'être mis en place depuis la réforme de 2018, c'est l'idée qu'il faut abaisser les moyens de production,
Comme on abaisse les moyens de production, donc on supprime des voies de desserte, on supprime des triages, on supprime des installations de gravité. Là, on a encore des installations qui sont déposées en ce moment. On supprime évidemment des effectifs, des moyens de manœuvre, des moyens de conduite, des locomotives, des wagons, etc. Et donc, au final, on est moins capable de répondre aux besoins des chargeurs. L'effet de tout ça, cumulé au fait qu'on sous-traite de plus en plus d'activités, donc on n'est plus en responsabilité de notre production de richesse à nous. On a de plus en plus de factures à honorer parce qu'on loue nos wagons, on loue nos machines, on loue des prestations de services. Eh bien, tout ça fait que le modèle économique ne se rééquilibre jamais et il n'est pas rééquilibrable dans ces domaines-là. Nous proposons de changer complètement de logique, d'abord de réinternaliser l'ensemble des activités pour que la production de richesse soit concentrée à l'intérieur de l'entreprise et qu'elle permette le redéveloppement de l'activité. Et nous avons fait un ensemble de propositions, 13 propositions pour être précis, qu'on a voulu concrètes pour un redéveloppement réel de l'activité fret. Et nous proposons au ministre d'en discuter dans les plus brefs délais si il ne veut pas officier à la mort du fret ferroviaire. On a deux expériences de mise en concurrence en ce moment. On a les trains d'équilibre du territoire sous pilotage de l'État, donc en l'occurrence sur la ligne Bordeaux-Nantes et Nantes-Lyon. L'appel d'offres a été produit. On se rend compte en fait que chaque compagnie potentiellement candidate à cet appel d'offres a fait sa liste de courses d'exigences pour répondre au cahier à l'appel d'offres. Par exemple, une des compagnies a exigé la création d'un atelier spécifique dédié parce qu'elle ne veut pas devoir entretenir dans le circuit SNCF son matériel si elle devait opérer ces trains-là. Et donc, en fait, on se rend compte que l'État a répondu positivement à ces demandes et que l'appel d'offres, finalement, n'est plus destiné à répondre aux besoins de la population, mais à répondre aux besoins des intérêts particuliers pour garantir une rémunération des entreprises concernées, une rentabilité de ce service, et donc la puissance publique se place au service des compagnies privées. Nous considérons que c'est pas du tout positif et que ça n'a pas de perspective intéressante pour la population. D'ailleurs, a priori, petit à petit, l'ensemble des candidats sont en train de se retirer parce que la rentabilité n'est pas encore suffisante malgré ces garanties qu'on leur apporte. Et donc, on voit bien que dans ce modèle-là, si on veut que ça marche en termes de concurrence, il va falloir mettre beaucoup de subventions publiques, beaucoup plus d'argent qu'on en mettait auparavant. Et donc, pour la collectivité, c'est pas du tout une bonne option. La deuxième expérience de concurrence, c'est le TER, où là, on nous disait en 2018, un système auquel on était déjà opposé, mais on nous disait, nous allons mettre en concurrence l'exploitation des trains, mais nous conservons des outils publics pour assurer un certain nombre de missions publiques. Par exemple, nous allons conserver le monopole du réseau de manière à avoir un outil pour assurer la sécurité des circulations, puisque le réseau fera à la fois les installations de sécurité et les règles de sécurité. Donc, ça nous donnera un outil public pour contraindre les opérateurs qui font rouler des trains sur ce réseau à respecter un minimum de règles. De la même manière, on nous disait que le maintien du monopole du réseau public permettait de maintenir un outil sur l'aménagement du territoire, puisque quand on décide de développer une ligne ou de la fermer, ça a un impact sur le territoire. Et ça permet de créer le service ou de le supprimer. Et donc, bon, ça, c'était la position de 2018, le modèle à l'allemande. Nous, on était opposés à ce modèle-là parce que la concurrence sur l'exploitation nous paraît déjà un mauvais système, mais le monopole du réseau était garanti pour rassurer la population. Aujourd'hui, on voit que dès 2019, le gouvernement a changé de posture. Dans la loi d'orientation sur les mobilités, il a permis le transfert de l'infrastructure avec l'exploitation des trains. Et donc, on a des appels d'offres qui concernent à la fois la réalisation du train et la gestion de l'infrastructure. À partir de là, on atomise le réseau et on n'a plus la capacité à assurer véritablement la sécurité, les règles d'interface et des choses comme ça. On est sur un modèle à l'anglaise, version Thatcher, c'est-à-dire des concessions privées qui vont avoir l'ensemble des leviers sur leur périmètre.
C'est ce qui a amené la dégradation de la sécurité dans le système anglais et c'est ce qui a amené la renationalisation et la réunification du réseau en Angleterre. Eh bien, en France, on fait le contraire. Et donc, si potentiellement on poursuit sur cette voie-là, on pourrait avoir demain, à l'intérieur même d'une région et sur l'ensemble du territoire, des dizaines et des dizaines de micro-compagnies qui réalisent chacune leur petit trafic. Évidemment, ça pose des problèmes sur le service rendu, parce que quelle sera on va dire la capacité à avoir une tarification commune de ces compagnies-là? Est-ce qu'on pourra gérer les correspondances de train, c'est-à-dire est-ce qu'on pourra répondre aux besoins des usagers? C'est vraiment pas sûr. Et de l'autre côté, ça pose des problèmes de sécurité parce que est-ce qu'on aura tous les mêmes règles de sécurité? Qui va les imposer? Est-ce qu'elles seront vraiment mises en œuvre? C'est pas du tout sûr non plus. Donc nous ne sommes pas du tout favorables à cette évolution et on a une fuite en avant du gouvernement vers de plus en plus de libéralisation et de plus en plus radicale. Est-ce que c'est le moment de priver cette entreprise publique d'activités supplémentaires en octroyant une partie des marchés à d'autres compagnies? Nous considérons que ce n'est pas le moment. Donc nous demandons le report des processus en cours, si ce n'est leur annulation. Le message, c'est que ces élections, elles vous concernent. Les conseils d'administration, évidemment, ça paraît très éloigné et beaucoup plus éloigné que les CSE qui vont régler tous les problèmes du quotidien. Mais les conseils d'administration sont des instances stratégiques dans lesquelles sont discutés à peu près tout ce qui touche à la vie des cheminots. On a par exemple les conventions TER qui sont votées dans les conseils d'administration avant d'être signées par l'entreprise. On a l'ensemble des marchés qui sont passés, donc tous les contrats sous-traitance, tout l'achat de matériel. Et donc ça, on peut porter l'avis des salariés sur ce sujet-là. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Qu'est-ce qu'on demande à la direction de l'entreprise de faire à la place? Si aujourd'hui, on n'a pas des administrateurs salariés de combat dans ces conseils d'administration-là, eh ben, on n'aura que la position des administrateurs, entre guillemets, patronaux, qui de plus en plus sont des représentants de la haute finance et des grandes entreprises françaises, puisque auparavant, on avait des conseils d'administration d'EPIC, qui étaient principalement composés de fonctionnaires. Demain, on a des patrons du CAC 40 qui rentrent dans ces conseils d'administration du fait de la réforme de 2018. On a eu, par exemple, l'annonce d'un représentant de Bouygues, d'une représentante de CNR. Et donc, évidemment, ces patrons-là, ce qu'ils vont porter, c'est l'intérêt du capital. C'est les résultats financiers, c'est le cash flow, les choses comme ça. Si en face, on n'a pas des administrateurs de combat qui mettent d'abord qui rappellent à tout le monde quelles sont les conséquences de ces choix sur les salariés, sur la population, pour alerter, pour tirer le signal d'alarme, pour contester, et qui interpellent l'État, puisque l'État sera présent dans ces conseils d'administration, pour le questionner sur sa politique publique, le mettre en difficulté aussi quand les décisions sont néfastes. Si on n'a pas ces administrateurs de combat, les choses passent d'autant plus simplement. Donc voter au conseil d'administration et voter pour des administrateurs CGT, c'est absolument indispensable pour avoir un relais en fait de nos aspirations du quotidien. Pourquoi la CGT plutôt que les autres organisations syndicales? Tout simplement parce que la CGT, c'est l'organisation qui est la plus présente sur le terrain. C'est celle qui bataille à la fois sur les grands sujets nationaux, propositions pour le développement du fret, propositions pour le réseau, propositions pour le transport de voyageurs. Ça, c'est tout ce qu'on est en train de mettre en avant de manière générale pour montrer qu'il n'y a pas que la voie libérale du gouvernement. Et en même temps, propositions locales. Combien faut-il d'emplois pour réaliser la charge de travail? Qu'est-ce qu'on fait pour reprendre des moyens à la sous-traitance? Est-ce qu'il faut la présence d'un contrôleur à bord de tel ou tel train? La CGT, elle bataille au quotidien sur ces sujets-là, du national au local. Et évidemment, pour être efficace, pour être entendu, on a besoin de rapports de force, parce que sinon, c'est les intérêts financiers qui passent en priorité, et les intérêts des salariés sont passés à la trappe. Ce rapport de force, il est constitué par les actions, évidemment, le rassemblement, les pétitions, les grèves, etc. Mais il est constitué aussi par chaque geste de soutien que peuvent produire les salariés en direction de leur organisation syndicale. Et dans les gestes de soutien, il y a le vote.
plus il y aura de bulletins CGT dans les urnes électroniques au soir du 10 décembre, plus la CGT aura de poids, et c'est un message envoyé aussi aux employeurs comme au gouvernement. Nous ne le laisserons pas faire, nous sommes favorables aux revendications qui sont portées, nous retrouvons dans ce qui est porté, et donc ça nous représente. Et comme ça nous représente, eh bien ça représente un poids que vous devez entendre, vous, employeurs, vous, décideurs politiques.